Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, PDG cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Pierre Langlois, qui est un économiste, un ancien chef de cabinet au ministère du Développement économique et aujourd'hui VP pour la firme de relations publiques nationales, mais qui s'occupe de tout ce qui est affaires gouvernementales. Donc, ça va être intéressant. On parlait beaucoup d'économie avec Pierre. Donc, premièrement, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande. Ouais, c'est un plaisir, Julien. Génial. Fait que je vais enchaîner tout de suite avec ma première question. Peux-tu me décrire qui tu es dans tes propres mots? Donc, qui est Pierre Langlois? Ouais, mais tu l'as dit d'entrée de jeu. À la base, je suis économiste. Moi, j'ai débuté ma carrière au ministère des Finances début année 2000 comme analyste en macroéconomie. Euh, J'avais étudié préalablement à l'Université de Montréal, un peu à Londres en économétrie, à Concordia en maths. Donc, j'ai un côté académique assez quantitatif, si tu veux. Donc, je me destinais pas du tout aux affaires publiques ou, si tu veux, aux relations gouvernementales. Mais bon, Hmm. alors j'ai commencé au 12 Saint-Louis, au ministère des Finances. Et là, ça, c'est l'alarme de feu chez nous qui vient de partir. Oh, Alors, c'est les joies, c'est les joies du s'il y a un direct. feu, s'il y a un feu, il ne faut pas que tu en décèdes, là. Non, non, je pense que ouais, c'est déjà ça. Ah, Il est génial. très sensible. Alors, donc oui, j'ai débuté au ministère des Finances. Puis à l'époque, c'était Bernard Landry qui était le ministre. Et il y a eu évidemment ce changement de garde avec le départ de M. Bouchard, Hmm. l'arrivée de M. Landry comme premier ministre et donc l'arrivée de Pauline Marois comme ministre des Finances. Et à l'époque, ça faisait quoi, 1 an que j'étais là, j'avais déposé mon mémoire et un des co-juges de mon mémoire de maîtrise avait un mandat de recherche à la SGF, puis c'est comme ça que mon nom est circulé pour rejoindre le cabinet de Mme Marois comme conseiller économique. C'est là un peu que j'ai été, si tu veux, aspiré dans la sphère politique, finances publiques, donc d'accompagnement Hmm. de ministres et de premiers ministres, et donc jusqu'à temps que, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, je suis passé au ministère du Développement économique comme directeur de cabinet. Ah, ben ça va être intéressant. Je vais avoir plusieurs questions pour toi. Deuxième question, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? J'imagine qu'on devient économiste parce qu'on est intéressé par la chose. Ouais, j'aurais tendance à te parler de mon cours d'économie du secondaire 5, qui est peut-être un bon souvenir. Je ne sais pas si c'est le premier, mais manifestement, ça fait probablement partie des premiers. Et je pense que le cours n'existe plus, mais il a été recadré aujourd'hui. Je pense que le ministre Pro à l'époque qui a ramené cette formation nécessaire au niveau secondaire. Et on avait gagné à l'époque, je me souviens très bien, la simulation boursière. Alors, on avait un OK. professeur très allumé qui nous faisait faire de la simulation boursière. Puis on avait gagné la simulation boursière en misant une bonne partie de notre portefeuille virtuel sur Biochem Pharma à OK. l'époque, qui avait connu une croissance, donc on est à la fin des années 90, là, une croissance phénoménale pendant notre année scolaire. C'est un des premiers souvenirs d'avoir touché au marché financier, même de façon virtuelle. À l'époque, on n'avait pas encore l'Internet commençait, donc on était encore avec des codes dans le journal, là. Est-ce Alors, que, est-ce que tu te c'est un souviens de bon ton souvenir. gain virtuel, là? Malheureusement, ce pas de l'argent, mais est-ce que tu te Je souviens de me combien souviens, tu avais? je me souviens pas le chiffre exact, mais je me souviens qu'on avait doublé notre OK. portefeuille sur la période de l'année scolaire, là. Un Donc, on rendement a de 30 vraiment pris c'est de quand même bien risques. sur un an. Voilà. C'était quoi ton revenu personnel l'année dernière? Écoute, j'essaie de me rapprocher le plus possible du 1%. OK. C'est une journée à la fois. Euh, donc, je suis toujours dans les 6 chiffres. Là. J'ai pas encore cette prétention d'être indépendant de, Hmm. de fortune, mais une journée à la fois, on tente de s'y rendre. L'actif le plus précieux étant le temps commence souvent à manquer. Hmm. Hein. Si on avait une vie éternelle, ça serait beaucoup plus Ouais. facile Ben, tout le d'espérer monde de serait riche. bâtir un net value à 7, 8 ou 9 chiffres. Là. Ouais. Alors, c'est un peu ça. Il faut savoir gérer son temps, son temps de vie, ses finances personnelles. Moi, je trouve que c'est l'un des actifs qu'on gère le moins bien C'est vrai. pour bâtir sa fonction et sa relation avec ses finances personnelles. Ça m'amène à ma deuxième, pas ma deuxième, je pense ma quatrième question. C'est quoi ton actif net?
Ben, comme je te dis, c'est une journée à la fois vers une certaine indépendance financière. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a une perspective aussi historique qu'il faut comprendre, notamment chez les Québécois, qu'on appelait à l'époque les Canadiens français. Quand on regarde l'écart Mm. entre l'actif net des Québécois et des Anglo-Saxons sur le continent nord-américain, il faut comprendre que ça fait une ou deux générations que les Québécois n'ont plus des familles très nombreuses. Donc, Mm. le transfert intergénérationnel qui se faisait, qui se divisait par un nombre incroyable d'enfants ou encore qui se concentraient sur l'aîné, on n'avait pas ça dans le monde anglo-saxon. Alors, les anglo-saxons ont été capables de se bâtir de façon Mm. intergénérationnelle des patrimoines familiaux beaucoup plus importants que les Canadiens français de l'époque et qui, évidemment, Mm. on en a C'est le clair. leg aujourd'hui à forte majorité au Québec. C'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que le revenu des Québécois francophones est rendu plus élevé que le revenu moyen des Québécois anglophones ou légèrement plus élevé. C'est pas du simple au double. Par contre, effectivement, au niveau des actifs, ben les anglophones ont encore plus d'actifs à cause du phénomène que tu mentionnais ça. Puis aussi, dans le passé, leurs revenus étaient supérieurs aussi. Si on s'en va il y a quelques années. Fait que l'autre question que j'ai pour toi, c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? Ça a commencé tôt, évidemment, mais je pense qu'on sous-estime la part du marché immobilier. Évidemment, les marchés financiers ont un apport très important dans cette capacité à se bâtir un actif financier d'importance, mais le marché immobilier, de par son effet de levier, moi, ça a été probablement l'un de mes meilleurs investissements à vie de m'acheter. J'ai acheté un triplex quelques années après avoir commencé à travailler, évidemment avec une petite mise de fonds. Mm. Et donc, le rendement que tu fais sur cette petite mise de fonds sur un petit immeuble à revenus est exponentiel. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de devenir propriétaire tôt. Idéalement, moi j'aime beaucoup les immeubles à revenus. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Évidemment, par les marchés financiers, on peut aller chercher le volet immobilier par les REIT. Mm. Évidemment, ça n'a pas le même effet multiplicateur qu'un pouvoir hypothécaire peut aller chercher sur un immeuble. Alors, moi, je pense que donc ça revient à cette notion de temps. Le temps étant compté dans la vie d'un citoyen, de miser tôt sur cette capacité à investir, que ce soit sur le marché financier, le marché immobilier ou les autres, au final, ça ne peut qu'être bénéfique. Cool, mais merci pour le conseil. Donc, première question, Pierre. J'aimerais savoir, avec tout l'argent qui est injecté dans le système économique, que ce soit les mesures comme le PCU, l'achat d'obligations par les banques centrales, la baisse des taux d'intérêt. Donc, il y a un paquet de mesures qui font en sorte d'augmenter la masse monétaire. Et pour des investisseurs, on se pose la question, est-ce qu'il va y avoir un problème d'inflation, une hausse des prix? Est-ce que c'est un risque selon toi? En théorie, oui. Puis on dit bien en théorie, puisque en pratique, il faut se ramener à 2008, à la crise financière, où là aussi, il y avait eu beaucoup une forte augmentation de la masse salariale avec le quantitative easing des grandes banques centrales de ce monde. On n'a pas assisté à une grosse période inflationniste, du moins du côté ménage consommateur dans les années qui ont suivi 2008. Il y a eu certains éléments sur des marchés immobiliers qui n'avaient pas été touchés par la crise immobilière américaine, notamment le marché immobilier canadien, le marché immobilier australien, certains autres dans le monde qui ont eu une espèce d'embellie par la suite avec les faibles taux et cet argent-là qui était disponible dans les banques. Donc, inflation immobilière, mais pour le consommateur, au niveau des prix, ce qu'on appelle l'IPC, on n'a pas assisté à une grosse période d'inflation, même que certains segments, je pense aux voyages, aux voitures, où on a été quasi stable. Là. Hmm. Sinon, même voyager dans les années 2000, 2010, dans les années qui ont suivi 2008, c'est relativement pas cher comparé à ce que ça a déjà été dans les années 80. Alors, certains secteurs ont été très compétitifs. Alors, est-ce que ça va être la même chose avec 2020? Là, ça va être beaucoup la question du chômage qui va répondre à cette question-là. 2008, c'était le secteur financier qui était touché, le secteur bancaire. Donc, il n'y avait pas, oui, il y a eu évidemment des pertes d'emploi, mais pas autant qu'aujourd'hui, évidemment.
Et là, c'est différent. C'était le poumon économique, c'était les institutions financières, c'était les banques qui étaient touchées en 2008. Là, c'est vraiment des emplois dans certains secteurs de services qui sont touchés, la restauration, hôtellerie, la gestion du spectacle, de la scène. Donc, ces gens-là, bon, c'est souvent c'est des salaires plus bas. Je pense à la restauration, à l'hôtellerie. C'est des gens qui n'ont pas non plus des formations très poussées. Alors, comment qu'on va pouvoir les ramener dans le marché du travail, baisser le taux de chômage? C'est ça qui va peut-être répondre à cette fameuse relation entre le chômage et l'inflation. Donc, ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Là, évidemment, on a eu une belle surprise avec les données du mois de mai au niveau de la reprise de l'emploi, tant aux États-Unis qu'au Canada et au Québec, Hmm. avec une reprise de l'emploi beaucoup plus forte que la plupart des conjoncturistes l'avaient prédit. Donc, ça va être à suivre dans les prochains mois. Et pardonne-moi, c'est peut-être une question stupide, parce que je ne suis pas un économiste, mais quand tu parles de relation entre le chômage et l'inflation, techniquement, un taux de chômage élevé va avoir un effet pour diminuer l'inflation, non? Oui, c'est l'une des premières relations qu'on apprend en macroéconomie. Donc, plus le chômage est bas, normalement, plus l'inflation devrait être élevée. Les gens ont plus de revenus et évidemment, Hmm. la relation est évidente. Donc, l'inverse, si le chômage augmente, on peut penser que l'inflation les gens vont dépenser moins, donc l'inflation devrait être plus basse. Donc, une des choses que je me pose comme question, avec justement le gouvernement qui dépense de manière considérable, on pourrait dire, c'est est-ce qu'on va payer pour ça? Est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation d'impôts significative au courant des prochaines années? La grande pression va venir évidemment du côté d'Ottawa. C'est là où sont les programmes les plus onéreux en termes de finances publiques avec la PCU, avec la subvention salariale. Bon, évidemment, ce sont des programmes qui ne sont pas récurrents. Donc, il va avoir un impact sur une année budgétaire, peut-être deux. Là. Et Ottawa était quand même dans une situation, malgré la série de déficits qui a été faite sous l'administration Trudeau, le niveau d'endettement du gouvernement fédéral était quand même dans une situation relativement intéressante par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc, la capacité d'endettement du Canada est donc assez grande. Il y a des choses, par contre, qui sont inquiétantes, notamment l'impact que ça va avoir sur d'autres provinces. Je pense l'impact économique sur l'Alberta avec le parallèle avec la crise sur les hydrocarbures. Donc, c'est clair que les déficits vont être là pour longtemps à Ottawa. À Québec aussi, on parle d'un objectif de sortie peut-être de 4 à 5 ans. Le niveau d'endettement est plus préoccupant à Québec, étant donné qu'on était longtemps la province la plus endettée en termes de pourcentage du PIB. On commençait à rejoindre les autres, donc là, ça va évidemment nuire un peu à ce bilan positif que le Québec avait su créer en maîtrisant mieux que les autres son déficit et donc son endettement collectif. Alors, ça va être vraiment, donc c'est une drôle de conjoncture. J'ai l'impression que les gouvernements, étant donné qu'ils ont cette capacité d'endettement, notamment au fédéral, vont être assez conciliants sur la question de la fiscalité. Mm. Mais il ne faudra pas se surprendre qu'éventuellement, il y a une contribution qui soit demandée, Mm. notamment pour les salariés les mieux nantis. C'est un peu l'approche qu'a pris le gouvernement Trudeau dans le passé, d'essayer d'aller rechercher un élément de progressivité plus grande au niveau de l'impôt des particuliers. Alors, il faudra voir ce qu'ils vont faire au niveau de l'impôt des sociétés. Mais bon, le Canada et le Québec demeurent quand même des juridictions où le poids fiscal est parmi les plus importants dans l'OCDE. Donc, la capacité d'accès davantage est quand même moins là. Puis présentement, j'ai l'impression qu'on est dans des mesures de minimisation de l'impact économique de la crise. On veut conserver le plus d'entreprises possible en vie avec des programmes qui s'adressent, qui sont très larges. J'ai l'impression qu'on va entrer dans une deuxième phase où on va se retrouver quand même avec un taux de chômage élevé. Et à quoi on peut s'attendre? Est-ce que le gouvernement pourrait créer, si on regarde ce qui s'est passé en 1929 avec le New Deal, il y a eu plein de projets d'infrastructures, puis tu parlais tantôt des gens qui se retrouvent au chômage puis qui n'ont pas forcément des compétences très poussées. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le gouvernement va essayer de trouver des moyens d'employer ce monde-là? Ou qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines années, là? La clé va être là, donc dans la requalification, la reformation professionnelle. Donc, il y a des gens qui vont être appelés certainement à changer de secteur. J'ai bien l'impression qu'on va avoir moins de restaurants par capita
en 2021-2022 qu'en 2018. Alors, donc, ça nécessite vraiment moins d'employés. Donc, on les replace où? C'est sûr qu'on voit déjà qu'on a des grands besoins au niveau du secteur de la santé, au niveau du personnel de soutien. Il y a des besoins un peu partout. Donc, c'est comment qu'on requalifie ces gens-là, comment on les appuie financièrement. Alors, si tu as une formation d'un an ou d'un an et demi à faire pour rejoindre une profession X, alors, comment qu'on te donne le support financier nécessaire pour que tu fasses 12 à 18 mois de formation-là? Donc, ça va être pas mal dans cette notion de requalification pour avoir un positionnement intéressant à prendre pour les gouvernements provinciaux au Canada. Alors, ça, c'est un des premiers éléments. Sur les autres, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont tomber. On connaît déjà les secteurs. On ne pourra pas toutes les sauver, ça c'est évident, mais il y a des entreprises qui vont tomber, qui vont être reprises aussi. Quand une entreprise ferme ou qu'elle se partage ses créanciers, on oublie souvent, mais il y a des gens qui sont en mesure de reprendre ces établissements-là. Donc, il va y avoir aussi peut-être une phase de consolidation de certaines entreprises. Et donc, ça risque aussi de ménager certaines pertes d'emploi. Donc, si je comprends bien, tu sais, le New Deal, puisque la technologie a quand même évolué depuis 1929, là, ça serait plutôt que de donner des pelles à du monde puis de dire on va créer des nouveaux autoroutes, on risque de les envoyer dans les universités puis dans des centres de formation et les sortir du chômage parce que quelqu'un qui est aux études n'est pas au chômage. Mais il faut quand même considérer des investissements publics. On le voit avec le fameux projet de loi 61 actuellement, d'accélérer des investissements qui étaient planifiés dans le temps pour tenter de créer une embellie économique sur une mesure qui fonctionne, qui a fonctionné au gouvernement du Québec à la sortie de crise de 2001, à la sortie de crise de 2008. Alors ça, c'est des choses, c'est un peu l'ABC de la gestion gouvernementale quand on voit que M. Nantel appelle ça « faut chauffer le four ». Là. Alors, ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour, évidemment, le secteur de la construction. Mais la crise se répand, évidemment, beaucoup plus loin que le secteur de la construction qui a eu des bonnes années dans le passé. Alors, c'est le secteur des services et donc de ses salariés à bas salaire qu'il va falloir vraiment s'occuper et tenter de les replacer, de les encadrer, de leur donner la poussée nécessaire pour qu'ils aillent dans d'autres secteurs, compte tenu que le nombre de restaurants, l'industrie du tourisme, évidemment, ça va prendre un certain temps avant que ça se repositionne au niveau qu'on a vu. Donc, c'est des gens qu'il va falloir certainement penser à requalifier dans d'autres secteurs. Est-ce que ça crée des opportunités? Puis j'imagine, tu sais, maintenant, tu es dans le secteur privé, tu t'occupes des relations au gouvernement. Donc, j'imagine qu'il y a des entreprises privées qui voient des opportunités puis qui engagent National pour les aider justement à exploiter ces opportunités-là. Ce serait quoi les opportunités qu'on peut s'attendre à avoir dans les prochaines années liées au fait que le gouvernement risque de continuer à dépenser pour nous sortir du trou? Est-ce que c'est, je sais pas, là, est-ce que c'est les centres de formation privés? Est-ce qu'il y a des endroits dans l'économie où un investisseur pourrait investir avec une certaine confiance que ça va bien aller? On les voit déjà venir, ces secteurs-là. Le secteur de la santé, évidemment, va être appelé à prendre beaucoup d'expansion, notamment en préparation d'une éventuelle deuxième vague. Donc, tout ce secteur-là est à repenser. Donc, les fournisseurs d'équipements médicaux, évidemment, ce sont des secteurs intéressants. Il va falloir surveiller aussi toute la notion au niveau des soins à domicile, qui va certainement être appelé. Je pense que c'est un secteur que le gouvernement va vouloir, sur lequel il va vouloir miser. Alors, ça aussi, c'est des secteurs qui risquent de sortir gagnants. Et ensuite, il y a toute cette notion de loisir local. Donc, les gens pouvant moins voyager dans un espace disons, de 1 à 3 ans. Et on le voit déjà avec les piscines, donc ce que j'appelle le loisir local. Donc, sur des dépenses d'importance. Alors, les piscines étant un secteur, mais pensons aux équipements de camping, donc tout ce qui est discrétionnaire, mais d'une certaine ampleur. Je voyais des rapports sur BRP, donc les commandes de skidoo, de motomarine sont en forte croissance, de nautisme. Alors, des choses. Alors, si on peut, notre dollar loisir peut aller moins loin à l'étranger et qu'on le consomme localement, ben, c'est ce genre d'équipement que la classe moyenne va chercher. Donc, c'est des secteurs qui sont certainement appelés à croître compte tenu que les gens vont être un peu plus sédentaires et vont moins voyager peut-être d'ici les prochaines années.
OK. Puis une des choses que je trouve, pour revenir, tu sais, puis je t'ai déjà posé la question sur l'inflation, tu sais, une des différences, c'est que si je ramène, tu sais, en 2008, les tu sais, il y a eu beaucoup de prêts qui ont été remboursés. Est-ce qu'à un moment donné, le fait que, tu sais, cet argent-là n'est pas remboursé, puis que, tu sais, sur voit ce que fait la Fed, puis qui achète même des obligations corporatives, euh, est-ce qu'il y a un danger qu'à un moment donné, le secteur privé ne s'intéresse plus à, à la dette, puis que le gouvernement doive jouer un rôle comme ça de manière permanente? Est-ce que c'est une crainte ou... Ben, il y a certainement des craintes au niveau des mauvaises créances. C'était quand même osé de faire autant de bail-out en 2008 au niveau des Hum, institutions financières, puis aussi du secteur hum, automobile qui est arrivé oui, aussi un peu en même temps. On en a moins de cette grande ampleur-là cette fois-ci parce que ceux qui tombent au niveau du commerce de détail, c'est un secteur d'activité que ne veut pas soutenir hum, le gouvernement. hum, Pour toutes sortes de raisons. C'est très conjoncturel, le commerce de détail. Ça hum, va être la mode. Sur 10 ans, c'est une bannière que le vent allait voir. Sur une autre période de 10 ans, ça va être une autre. hum, Alors, le gouvernement n'est jamais intervenu dans le secteur du commerce de détail, ni de la restauration, hum, par exemple. Alors, j'ai l'impression que les bail-outs, donc les prêts auxquels tu fais référence, hum, vont être moins importants hum, dans le nombre qu'ils vont accorder, ou surtout de taille moins. Bon, il y a le Cercle du Soleil qu'on a vu passer, hum, mais qui est un cas d'espèce. Mais pour l'essentiel, on n'en voit pas des tonnes, et surtout pas des hum, montants aussi importants qu'on l'a vu en 2008 avec les prêts, les bail-outs qui ont été accordés aux banques et au secteur d'automobile. Bon, il reste sur le secteur de l'aéronautique, on verra ce qui va se passer avec hum, Bombardier. Donc, ouais, c'est beaucoup plus ponctuel sur des interventions, sur des entreprises qui ont peut-être effectivement des impacts économiques locaux forts. Pensons au siège social du Cirque du Soleil, voyons ce qui va se faire avec Bombardier, que des secteurs au complet qui vont avoir des bail-outs de la part des hum, gouvernements. Donc, c'est plus ponctuel. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on va inscrire au niveau bilan comptable hum, dans les livres gouvernementaux va être moins important OK, en termes d'impact qu'en 2008. OK. Puis justement, tu sais, c'est intéressant que tu parles du gouvernement du Québec parce que, tu sais, il y a un nouveau PDG, le nouveau de la Caisse de dépôt, tu sais, qui a été choisi, puis ça, c'est public, parce que, apparemment, le gouvernement voulait une orientation peut-être plus euh, orientée sur le nationalisme économique, là, je sais pas comment le présenter, et il semble puis il y a eu un changement de garde aussi à Investissement Québec. Donc, il semble avoir une volonté politique d'investir, que le gouvernement du Québec, en fait, aide à créer des champions. Donc là, on parle d'une logique de bail-out. Là, puis, bon, le Cirque du Soleil, effectivement, on est dans une logique de sauvegarde, mais une logique... Est-ce que tu penses qu'on va avoir les différents acteurs là, gouvernementaux puis paragouvernementaux plus actifs pour bâtir des nouveaux champions? Est-ce que c'est quelque chose qui risque de s'amplifier ou la même chose? Ou... Ben, il y a deux éléments dans cette notion de protection des champions ou encore de pousser pour avoir de nouveaux champions. D'une part, le premier volet, c'est la protection des sièges sociaux. Ça, c'est assez Hum, clair que ce gouvernement veut avoir une action beaucoup plus concise et agressive sur la protection des sièges sociaux. Euh, donc, il y a des entreprises, on voit la Caisse de dépôt, si je ne m'abuse, n'avait pratiquement pas d'action de métro Richelieu, par exemple. Donc, hum, est-ce que c'est des choses qui vont changer? Ça va être à surveiller, mais on peut penser qu'effectivement, la Caisse va peut-être prendre des positions plus importantes dans les grandes capitalisations québécoises. hum, Puis au niveau des champions de demain, là où l'État peut avoir un rôle actif, c'est tenter de marier des moyennes entreprises pour tenter de créer des grandes entreprises. Donc, deux moyennes hum, entreprises qui sont sur le territoire québécois, qui sont dans des secteurs similaires. Il y a peut-être un intérêt à tenter de faire des mariages d'intérêts pour que ces hum, entreprises-là aient la taille suffisante pour pour aller davantage à l'international, pour répondre à des appels d'offres internationaux. Donc, souvent, c'est un peu ça qui est le rôle du gouvernement, donc de favoriser ces mariages, d'identifier les fameuses gazelles, donc les hum, PME prometteuses, et de les amener au stade de moyenne entreprise, donc à 500 employés et plus. Mais une fois qu'on a des grandes entreprises, des grandes entreprises, donc des moyennes plus à 500, comment on fait pour donner le coût nécessaire pour qu'elles atteignent cette taille
suffisante pour aller sur les marchés, pour répondre à des appels d'offres, donc de s'inscrire dans une chaîne d'approvisionnement globale, mais c'est souvent par des mariages. Et ça, le gouvernement peut peut-être être facilitateur donc, tant au niveau financier pour permettre cette fusion-là qu'au niveau stratégique, donc de permettre à ce que des gens puissent discuter et voir le potentiel à créer de partir de deux. Tu sais, il y a beaucoup de PME familiales au Québec, sans nécessairement de conseil d'administration d'une certaine taille, là, donc avec des 400-500 employés et qui atteignent un certain confort. C'est la famille de l'entrepreneur qui dirige l'essentiel de l'entreprise. Et ces gens-là sont dans une zone de confort. Quand la PME va bien puis que ça fait vivre 15 à 20 personnes d'une même famille, ben, d'aller prendre l'étape suivante pour devenir une espèce de joueur sur les marchés, ben, ça demande du risque et ce n'est pas toutes les grandes familles d'entrepreneurs qui sont prêts à le faire. Alors, c'est pour ça que le gouvernement a certainement un rôle d'accompagnateur à faire à travers tout ça. OK, puis est-ce qu'en tant qu'investisseur, il faudrait voir ça d'un bon œil que la Caisse de dépôt est un investisseur, par exemple, important dans l'entreprise? Et je pense à Lightspeed qui a quand même connu un bon départ là, depuis son entrée en bourse et qui était, dont je pense, le principal bailleur de fonds là, à ce moment-là, quand ils sont entrés en bourse, était la Caisse de dépôt. Est-ce que c'est positif, négatif, neutre? Parce que on le sait que c'est un investisseur institutionnel sophistiqué, mais qui a un mandat qui est un peu différent de d'autres investisseurs institutionnels. C'est un bon exemple que tu donnes. Alors, il faut choisir les bonnes. Alors, c'est clair que là, il y a un travail de sélection, un travail d'analyse qui doit être fait, qui doit être bien fait pour éviter, donc, faire du nationalisme économique, donc de mettre des capitaux locaux au profit de notre entreprise locale. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises doivent en bénéficier. Il faut choisir la crème de la crème. Lightspeed semble en être une. Tu sais, ça aurait été plaisant d'avoir un Shopify se développer à Montréal et non à Ottawa. Alors, c'est le genre d'entreprise sur laquelle il faut miser, mais aussi des entreprises qui ont une présence plus historique et qui ont encore des impôts. Métro Richelieu est un exemple, mais évidemment, ça nous ramène à la fameuse question de Rona avec son réseau de fournisseurs. Donc là, on comprend que au niveau du rendement financier, c'est probablement moins intéressant pour la Caisse d'être présente dans un RONA qui atteint un certain niveau de maturité et dont les. Tu sais, à un moment donné, il y a une quantité limitée de quincailleries qui se peut ouvrir au Québec ou au Canada, mais compte tenu de l'impact économique que ça peut avoir sur les réseaux de fournisseurs, mais là, il faut que tu fasses un peu le contrepoids entre rendement financier et rendement économique. Et c'est ça qui j'imagine, la Caisse est là pour faire un rendement financier, mais l'actionnaire, qui est le gouvernement du Québec, lui, il veut son rendement financier, mais il veut aussi le rendement économique. Alors, il faut arriver avec cet équilibre. Et je pense que c'est vers ça que va tendre la Caisse de dépôt dans cette nouvelle direction qui est en place. Je te pars du macro au micro. Toi, personnellement, est-ce que tu as des investissements en bourse? Est-ce que tu as confiance que la bourse va retomber ou tu es tout en immobilier? Parce que tu me disais au début là, que non, l'immobilier. je suis assez actif sur les marchés, peut-être même trop. Moi, je suis actif sur les marchés en termes d'investisseurs particuliers depuis le dot-com burst l'année 2000. Donc, je vends, je transige, je ne sais pas, à chaque semaine, certainement quelques fois par mois. Donc, oui, je suis assez actif, tant sur les marchés américains que sur les marchés canadiens, beaucoup sur les marchés américains. J'ai toujours aimé les titres technologiques là, depuis longtemps. Donc, tu sais, j'ai vu la croissance d'Amazon, j'ai vu la croissance d'Apple. Donc, c'est des titres sur lesquels moi j'ai transigé, l'IPO de Facebook. Alors, c'est des trucs qui m'intéressent en termes d'investisseurs particuliers. Alors, je gère beaucoup mon propre portefeuille. J'ai très peu de capitaux dans des fonds avec gestionnaire. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, tu es encore exposé au marché de l'équité. Tu ne fais pas partie des gens qui ont retiré leur bille et qui attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Non, j'ai été chanceux. J'avais un portefeuille qui était assez concentré dans des titres techno et particulièrement dans le commerce en ligne. Donc, la crise m'a profité. Donc, moi, je suis vert pour l'année par une bonne marge, mais en raison d'un de mes préférences d'investisseurs. C'est un secteur que j'aime bien
pour plusieurs raisons. Puis j'avais misé sur les bons titres comme Amazon. J'avais du Lightspeed, donc j'ai racheté du Lightspeed quand il a crashé. Donc, c'est le genre de choses que j'avais une petite position cash. Donc, c'est toujours. Moi, j'aime beaucoup garder une position cash. Donc, quand il y a des occasions d'achat, manifestement par une crise ou une correction, tu es capable de faire un average down ou encore de racheter des titres qui ont été peut-être trop descendus. Alors, c'est des choses que je fais régulièrement. Donc, je suis un économiste qui a les mains dedans. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ton temps et ta sagesse, Pierre. C'est super apprécié. C'est bon. Au revoir, Julien. Merci.